maintenant que j'ai dit ça, je pense que les journalistes vont fermer leur micro, vont éteindre leur caméra. Ça sera bien parce que comme ça, ils pourront enfin entendre et peut-être écouter ce que je dis et non pas plaquer ce que je suis censé dire. Mais on en parlera. Parlons de vous et de votre magnifique ville de Nice que j'aime tant pour sa beauté, pour son charme et pour l'accueil de ses habitants. Nice, ville grecque, romaine, génoise, savoyarde, provençale, piémontaise avant de devenir française en 1860. Comme une quintessence de la France. C'est-à-dire évidemment l'antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire évidemment l'influence italienne et ensuite la culture française. Cette ville a la beauté italienne et à la fois tellement française. Vous savez que lors du référendum qu'organisa Napoléon III pour demander aux Niçois s'ils voulaient devenir français, le vote dépassa les 90%. Il y a quelques centaines d'aristocrates qui craignaient que la République française les mis sous la guillotine, qui avaient voté contre. C'est vous dire l'enthousiasme de cette ville pour qu'elle devienne française. Et puis, au fur et à mesure des années, Nice est devenue en 1944 une ville pendant la guerre de résistance à l'occupant allemand. Puis en 1962, elle a accueilli les Pieds Noirs. C'est là qu'elle a connu son essor, son développement démographique, au temps où l'assimilation faisait des bons Français et surtout avec des immigrés qui devenaient tellement français qu'on n'arrivait plus à les distinguer ensuite. Nice qui a quasiment inventé le tourisme avec sa promenade des Anglais qui a fait rêver le monde entier. Nice, ville de la fête, ville du bonheur, avec le carnaval qui en son temps de gloire était le plus grand carnaval du monde et ses batailles de fleurs odorantes. Et puis Nice endeuillée, Nice martyrisée, massacrée par un camion islamique, un djihadiste qui voulait tuer encore 86 personnes innocentes le jour du 14 juillet 2016. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, 4 ans plus tard, le 29 octobre 2020, 3 morts à la basilique. Voilà Nice aux deux visages. Mais je suis sûr que cette Nice endeuillée, cette Nice martyrisée, vous ne la laisserez pas ainsi. Car je suis sûr que Nice n'a pas dit son dernier mot puisque vous êtes là. Merci madame. Enfin, bon, parlons clairement, j'ai l'habitude de parler clairement, voire crûment pour certains. Donc, n'éludons pas le sujet. N'éludons pas le sujet. La présidentielle. La politique. Ah, qu'est-ce que j'entends alors? J'ai des questions tous les jours. Ah, mais alors, vous avez vu comme ils sont accueillants, comme ils sont enthousiastes, ils vous poussent à être président. Mais est-ce que vous n'avez pas... Mais c'est un meeting, ce n'est pas une conférence. Alors, monsieur Zemmour, je vous en prie. Bon. D'abord, il faut bien comprendre que ça fait 30 ans que je suis journaliste, écrivain, et que, n'en déplaise à certains, j'ai toujours fait de la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est pas la lutte des places, c'est la lutte des idées. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas... forcément des combines derrière... j'allais dire derrière placard. Vous voyez, ce n'est pas la... Oui, voilà, on va prendre le mot derrière boutique, c'est plus gentil.
Mais non, ce n'est pas que ça la politique. Ça, c'est la politique aérienne. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est essayer, c'est tout faire pour que la France persiste dans son être. C'est tout faire pour que la France reste la France et s'adapte tout en restant les autres. Moi, vous savez, quand j'ai commencé dans le journalisme, c'était assez simple pour moi. J'avais lu les grands auteurs, j'avais lu Balzac, j'avais rêvé à Rubempré et je m'étais dit, c'est simple, en France, le journalisme, la littérature et la politique sont intimement liés. On le voit dans toute l'histoire de France à partir du 19e siècle. Dès qu'on vote, il y a des grands écrivains qui se présentent au suffrage des électeurs. Dès qu'on vote, il y a Lamartine qui se présente à la présidentielle de 1848. Il y a Victor Hugo qui veut en faire de même. Et tous les grands écrivains, à partir de là, de gauche, de droite, viennent dans la vie politique et participent à la vie politique. Comment ils participent à la vie politique? Avant la télévision et la radio, par l'écrit, par les longs livres et par des articles dans les journaux. C'est ça la France. La France, c'est le lien intime entre le journalisme, la littérature et la politique. En fait, il faudrait bien comprendre que la période qui s'est ouverte avec les années 60, avec la domination, j'allais dire hégémonique, des technocrates sur la vie politique, n'est qu'une parenthèse. C'est la parenthèse d'une société qui découvre avidemment les joies de la production et de la consommation. Mais nous sommes sortis de cette période. Vous savez, vous ici, à Nice, que le tragique est revenu dans l'histoire. Et quand le tragique revient dans l'histoire, c'est-à-dire quand en fait nous retournons à ce que nous avons toujours connu. Vous savez, la France, depuis 1000 ans, a toujours été en guerre. La paix n'est qu'une période transitoire. Il faut bien s'imprégner de cela. Et donc la longue période de paix et de prospérité que nous avons connue, c'est une parenthèse. Nous devons absolument nous battre pour la préserver. Il faut le savoir. Donc la politique redevient quelque chose qu'elle a toujours été, c'est-à-dire de l'ordre du tragique et du fait qu'il faut absolument se battre pour la France. C'est ça l'essentiel de la politique. Ce n'est pas les petites combines, les petits arrangements, etc. Alors, personnellement, pendant des décennies, je me suis dit, c'est bien la politique, mais ne touchons pas à l'action élective, battons-nous plutôt plus noblement pour les idées. La fameuse, vous savez, lutte idéologique mise en œuvre par le célèbre Gramsci, que tout le monde met à sa sauce, et qui dit que le combat politique est d'abord un combat culturel, qu'il faut d'abord dominer culturellement pour imposer ses vues et sa vision politique. La gauche fait ça très bien, depuis 50 ans. Ils nous apprennent à penser, ils nous apprennent à ne pas penser, ils nous apprennent à dire, ils nous apprennent à ne pas dire, ils nous disent les mots qu'il faut apprendre. Vous savez, il y avait une phrase célèbre de Lénine qui disait « Faites-leur manger les mots, ils vous avaleront la chose ». Ça, c'est le génie de la gauche. Ils nous apprennent les mots et après, on doit avaler la chose. Et donc moi, je me suis dit, je vais les affronter sur leur terrain. Je vais leur disputer leurs mots. Je vais refuser d'adopter leurs mots. Et ça a marché. Ils ont hurlé. Que la gauche n'aime la démocratie que quand le peuple vote comme elle et la suit. Quant au nom, alors là, ils ne sont plus démocrates du tout. Donc, je disais donc, j'ai longtemps pensé que le combat intellectuel, le combat idéologique suffirait. Et puis, je me suis rendu compte, et c'est un des thèmes majeurs du livre, que les politiques à qui je disais mes inquiétudes, à qui je transmettais mes analyses, et qui en privé souvent me disaient oui là tu as raison, oui là tu as raison, mais en public il n'y avait jamais rien. C'était terrible. À chaque fois j'étais déçu, je murmurais à l'oreille d'un seul,
d'un tel, et je me disais, bah, il est d'accord avec moi, donc il va le faire, et puis rien du tout. Alors, évidemment, je suis sorti de cette longue période un peu désappointé. Et un jour, je lisais un livre, une biographie, pour ne rien vous cacher, de Jacques Bainville, vous savez, le grand historien de l'Action française, admirable historien, qui avait prévu dès 1920 tout ce qui allait se passer dans les années 30 et à la fin de la guerre, et au début de la guerre, alors même qu'Hitler n'était encore qu'un peintre plutôt médiocre. Cet homme-là, à la fin de sa vie, on vient le voir, il va mourir, et des amis lui disent vous êtes un grand homme, vous êtes un grand historien, vous êtes vraiment un grand intellectuel, vous êtes connu dans le monde entier, vous êtes vraiment formidable, votre vie a été magnifique. Et il répond, nous sommes en 35-36, Hitler est au pouvoir, la menace allemande commence à poindre. Il répond, non, en fait, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, on ne m'a pas écouté, j'aurais dû plutôt arrêter d'être historien, arrêter d'être journaliste et être au bureau de Vergennes. Vergennes, vous savez, c'est le ministre de Louis XVI des Affaires étrangères, pour lequel Bainville avait une admiration sans borne. Et je vous avoue que quand j'ai lu cette phrase, quand j'ai lu ce livre, je me suis beaucoup interrogé. Je me suis dit, est-ce que moi aussi, à la fin de ma vie, j'allais pas me dire, ah, j'aurais dû être au bureau de Vergennes. Et puis, un jour, je parlais avec mon fils aîné, qui est jeune, qui a 23, 24 ans, et je lui disais, tu as vu quand même, il y a beaucoup de livres sur l'assimilation, depuis 20 ans, je lutte pour l'assimilation, et au début, je le faisais sous les sarcasmes, sous les insultes, on me disait que j'étais colonialiste, on me disait que j'étais raciste, et aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui sortent là-dessus et qui sont en faveur de l'assimilation. Donc je n'ai pas œuvré pour rien. Et mon fils me regarde et, vous savez, avec la désinvolture et le côté implacable de cet âge, il me dit, oui, enfin bon, maintenant le diagnostic, tu l'as fait, maintenant il faut agir. Alors vous avez vu, apparemment mon fils n'est pas le seul. Et alors vous avez vu les résultats. Les résultats sont assez amusants. Pendant 20 ans, j'ai écrit des livres, j'ai participé à d'innombrables émissions de télévision, de radio, j'ai écrit des articles dans le Figaro. Et là, depuis un mois, miracle. Il suffit que uniquement la rumeur de ma candidature pour que soudain, tous les politiques, tous les candidats à la présidentielle soient pris d'une espèce d'illumination, d'inspiration divine. Je les regarde, je les écoute, et je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Un tel qui disait qu'il y a quelques mois qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que vraiment j'étais beaucoup trop radical et alors qu'elle était vraiment un exemple de modération. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'a copié, que tous les mots que j'ai dit depuis des années, maintenant elle les ressent, ça ne la gêne plus d'être associée à moi. Et puis un autre que j'ai connu, jeune politique, puis commissaire européen, qui ne jurait que par l'état de droit, que par la Cour européenne des droits de l'homme, que par la Cour de justice européenne, et qui maintenant dit, ah ben non, il y en a marre de tout ça, ah c'est pas possible, ah ben non, et puis, je pourrais continuer. Un autre qui disait qu'il préférait voter communiste plutôt qu'identitaire, qui maintenant parle de guerre civile. Et puis, une autre qui disait que j'étais vraiment infréquentable, qui avait fait un communiqué lapidaire quand le pauvre Laurent Wauquiez, alors président du parti, m'avait invité à venir
souvenirs conversés d'un précédent livre, et bien maintenant elle parle de guerre de civilisation. Mais quel progrès! La lumière leur est arrivée. Et enfin, j'ai des satisfactions, mais pas seulement. Parce que cette rumeur, et puis votre enthousiasme, vous exagérez, vous aussi, vous leur donnez vraiment du grain à moudre, fait que je suis de plus en plus attaqué, de plus en plus vilipendé, et ce qui est plus grave, parce que ça, attaquer et vilipender, ça ne me dérange pas, je suis caricaturé. On invente tout et n'importe quoi sur moi. Alors, je vois bien, vous savez, les politiques sont assez simples à suivre. Ils ont des éléments de langage que leur écrivent leurs communicants et qu'ils répètent. Le problème, c'est que, comme ils ont les mêmes communicants, ils ont les mêmes éléments de langage et donc ils disent tous la même chose. Alors maintenant, sur moi, le premier élément de langage, c'est « il est l'ennemi des femmes ». Ça vous a échappé, mais je suis l'ennemi des femmes, mais pareil. C'est la dernière, vous voyez, le dernier mot des éléments de langage de toute la classe politique, c'est « oh là, mais quelle horreur, il est l'ennemi des femmes ». Merci. Alors, tout cela vient du fait que j'ai écrit il y a 15 ans, vous m'entendez, un livre qui s'appelait Le Premier Sexe, et qui était une réflexion sur la féminisation des valeurs de la société. L'avantage avec moi, c'est que j'écris mes livres, donc on peut m'attaquer sur ce que j'écris. Eux, ils n'écrivent pas leurs livres, donc évidemment, ça passe, vous voyez, un enchaîne l'autre. Alors moi, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Je voulais dire. J'ai voulu simplement analyser ce que disent d'ailleurs les féministes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait des valeurs qu'on traitait, qu'on affublait traditionnellement, les hommes et les femmes, qui peuvent d'ailleurs être celles d'hommes et de femmes réelles. Il y a des femmes qui ont des valeurs plutôt masculines et puis il y a des hommes qui ont adopté des valeurs féminines. Qu'est-ce qu'elles sont-elles? Les valeurs féminines, c'est plutôt la paix, le consensus, le dialogue. Et puis les valeurs masculines, c'est la hiérarchie, l'autorité, la guerre, la force. Et depuis 20 ans, depuis 30 ans, on nous serine partout, à la télévision, dans les médias, que les valeurs masculines, les valeurs viriles, sont pestilentielles, sont toxiques, selon l'expression à la mode, on dit masculinité toxique, et que les valeurs féminines sont absolument magnifiques, et que si les valeurs féminines avaient dominé, eh ben, nous serions dans un monde magnifique, sans guerre, sans violence, sans rien du tout. Et le thème de ce livre, c'était justement de critiquer cela, de contester cette thèse. C'était en aucune manière d'interdire aux femmes d'être magistrates, avocates, hauts fonctionnaires, que sais-je. C'était ridicule. Et c'était nullement l'objet du livre. Mais la caricature est tellement simple, la caricature est tellement facile, que on est là à écrire, j'ai encore vu le journal Elle, avec ses militantes féministes, financées par l'industrie du luxe, la contradiction ne les gêne pas, qui délirent sur ma prétendue détestation des femmes. Et l'amusant dans cette histoire, si c'était pas tragique, c'est que ces mêmes militantes féministes, quand il y a des violences à Cologne, quand il y a des violences sur les femmes porte de la Chapelle, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah non, là c'est raciste de le dire. Là il faut élargir les trottoirs. Là on a mal vu. Donc ces mêmes militantes féministes qui agonisent d'injures le pauvre mâle hétérosexuel de plus de 50 ans, là elles sont toutes miel, elles sont toutes tendresse pour ces vrais prédateurs des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, quand sont-elles vraiment en danger? Où sont-elles en danger? Dans quel quartier sont-elles insultées, voire frappées, quand elles sont simplement en jupe? Dans quel café sont-elles interdites d'entrer? J'aimerais bien le savoir, et j'aimerais bien que les...
Tout ça est loufoque. En vérité, aujourd'hui, le plus grand défenseur des femmes, celui qui les défend contre leur vrai danger, c'est-à-dire la violence, la brutalité, le meurtre même parfois, c'est moi. Alors, quand on est passé les femmes, on a des droits aux prénoms. Alors là, les prénoms. Vous savez, il y a un compris dans les médias. Quand je parle des prénoms, on dit qu'il est obsédé par les prénoms. Quand je n'en parle pas, on m'en parle. Et comme je réponds, j'ai la naïveté de répondre, et comme j'ai la bêtise de ne jamais me déjuger, on dit il est vraiment obsédé, vous avez vu, hein, vraiment il pense qu'à ça. Donc, les prénoms. C'est quelque chose d'assez bizarre qu'une loi qui a existé pendant 170 ans, 180 ans, une loi de 1803 qui n'a été abolie qu'en 1993, ça fait combien? Ça fait 190 ans, qui a été approuvée, appliquée par tous les régimes, l'Empire, la monarchie, de nouveau l'Empire, la République, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République, avec des gens très différents. Imaginez que les radicaux socialistes de la Troisième République l'ont appliqué sans la moindre gêne. Au contraire, ils trouvaient ça très bien. Pourquoi ils trouvaient ça très bien? Je vais vous raconter la vraie histoire de la France et de la République française à travers ces prénoms. Parce que imposer des prénoms du calendrier, comme on disait, c'est-à-dire imposer des prénoms français, c'est-à-dire imposer des prénoms qui fleurent le terroir français et l'histoire de France. Ça fabrique des Français, et ça a fabriqué des Français pendant 2 siècles. On a d'abord commencé... on a oublié, avec les prénoms régionaux, les Bretons, les Auvergnats, les Alsaciens, tous ces braves gens ont adopté d'autres prénoms, renoncé à leurs prénoms régionaux. Vous savez, ça n'a pas toujours été de gaieté de cœur. Ensuite, les Italiens, les Espagnols, les Russes, parfois certains même changeaient leur nom, coupaient leur nom. J'ai toujours l'anecdote que plus personne maintenant ne connaît, le grand joueur de football des années 50, Raymond Kopa, qui s'appelait Kopasiewski. Un jour, l'entraîneur lui a dit « Tu nous casses les pieds avec ton nom, là, tu coupes en deux, puis tu t'appelles Kopa, et on n'en parle plus. » Il n'a pas fait un procès. Il n'est pas allé pleurnicher à la télévision. Ouais, c'est clair. Non, parce que tout simplement, ce qui était important pour lui, c'était de devenir français. Il était d'origine polonaise, il avait travaillé à la mine. C'était de devenir français, d'aimer son pays, et de devenir le plus grand footballeur de son temps. On pourrait prendre d'autres exemples. Le grand sportif Alain Mimoun, qui était kabyle, et qui a évidemment changé son prénom pour s'appeler Alain. Vous savez, on me traite souvent de raciste. On me traite de raciste, c'est ne rien comprendre. Il n'y a pas plus anti-raciste que d'imposer des prénoms français aux gens d'où qu'ils viennent. Parce que ça veut dire que d'où qu'ils viennent, ils peuvent devenir français. Aujourd'hui encore, après les Italiens, après les Espagnols, après les Russes, il y a beaucoup d'Asiatiques, du Vietnam, du Laos, du Cambodge, qui prennent des prénoms français. Ils perpétuent cette belle tradition assimilationniste française, qu'ils en soient remerciés. J'ai vu sur les réseaux sociaux avant de venir qu'il y avait un jeune homme qui m'attendait, qui peut-être encore dans la salle, qui s'appelle, je crois, Yacoub, si je ne dis pas de bêtises, Ayoub, merci, pardon, Ayoub, et qui a écrit « Ça ne m'aurait absolument pas dérangé de m'appeler Jean. Je félicite ce jeune homme, c'est lui qui a... » Et d'ailleurs, il y a un paradoxe.
il y a un certain paradoxe. Il est là? Il y a un certain paradoxe pour l'islam, pour ne pas le nommer, de refuser d'adopter les prénoms français, parce que vous avez bien compris que c'est l'islam qui bloque, puisque pour eux, un prénom français, ça veut dire être un prénom chrétien. Il y a un certain paradoxe, parce que quand quelqu'un se convertit à l'islam, il change de prénom, et il prend un prénom de la tradition islamique. Et c'est bien normal, parce que il prend un prénom de l'histoire de l'islam, de la tradition islamique, parce que le prénom, ça imprègne une personnalité. C'est tout à fait normal. Quand on appelle son enfant Louis, eh ben on fait référence au roi de France. Quand on appelle son enfant Abdelmalik, on fait référence à un conquérant musulman. Et c'est pour la gloire de ce conquérant. Donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, dans les pays du Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il est interdit de prendre les prénoms non musulmans. Et il y a d'autres pays en Europe, où cela est interdit. Donc, vous voyez, je dirais que mes contempteurs, en plus, sont des gens qui avouent tout malgré eux. Parce que, depuis près de 2 siècles, toutes les vagues d'immigration ont adopté des prénoms français pour leurs enfants. En disant que les musulmans ne pouvaient pas faire de même. C'est eux-mêmes qui disent que l'islam est inassimilable. Ce n'est pas vous. Et c'est eux-mêmes qui avouent leur faiblesse face à un islam qui est une remarquable machine à assimiler. Au contraire, partout, dans tous les pays où ils passent et où ils conquièrent des territoires. Donc c'est eux-mêmes qui avouent qu'ils ont renoncé à assimiler les musulmans. Moi, je n'ai pas renoncé. Je pense que, justement, il y a des musulmans qui peuvent prendre des prénoms français car ils veulent devenir français et ils veulent s'imprégner pour leurs enfants de cette histoire de France, de cet imaginaire français. Je pense qu'il faut absolument les encourager de façon directe et sans embâche et sans honte. Alors, la dernière caricature dont je voulais vous parler, elle est toute récente. Je n'imaginais pas qu'on pu aller jusque-là. L'autre soir, dans une émission de télévision, on m'a sorti un court extrait de mon livre, dans lequel, vous savez, j'évoque le crime affreux commis par Mohamed Merah, les crimes affreux. Et en particulier, ces enfants exécutés d'une balle dans la tête, les enfants Santander, qui malheureusement ont été vraiment massacrés d'une façon horrible. Et j'explique, voilà, Mohamed Merah, ses parents ont voulu qu'il soit enterré en Algérie. D'ailleurs, l'Algérie l'a refusé, mais ça c'est pas l'histoire. Et ces enfants-là, Santander, ont été enterrés en Israël. Je dis, les anthropologues expliquent qu'on est français dans le pays, on est du pays où on est enterré. Et je dis, c'est triste, tous ces gens qui se sont enterrés dans d'autres pays. Que n'ai-je dit là? Immédiatement, on m'a expliqué que j'avais mis dans le même sac le criminel et les victimes. Bah oui. C'est tellement fort. Il suffit de réfléchir, de comparer deux personnes d'une situation différente pour les mettre dans le même sac. C'est bien connu, on fait ça tous les jours. Ils ne se rendent même pas compte de leur bêtise et de leur méchanceté. Parce que, évidemment, comment moi j'aurais pu mettre dans le même sac des enfants exécutés avec leur horrible criminel? Je vous prends à témoin, c'est une évidence pour n'importe qui ici. Comment en plus ignorer que, évidemment, ces parents éplorés avaient très peur que la tombe de leurs pauvres enfants soit brisée,
abîmés, et que comme c'était fait pour d'autres victimes du djihadisme, et que c'est pour ça qu'ils les ont mis à la rue. Je comprends très bien. Je veux simplement dire que c'est quand même un moment incroyable où des gens, pour protéger les tombes de leurs enfants, sont obligés de les enterrer dans un pays étranger. Et me reprocher à moi, alors que j'ai été un des premiers, dans un livre il y a 15 ans là aussi, Petit Frère, un roman que j'avais écrit pour dénoncer justement et pour montrer justement un crime affreux commis sur un petit juif du 19e arrondissement de Paris par son vieux copain, entre guillemets, musulman. J'avais raconté ça dans un roman. On m'avait insulté. Je me souviens d'une fois à la télévision, une jeune femme avait dit « Non mais vraiment, ce n'est pas la France que je connais. » Et bien la France qu'elle connaît, elle le voit maintenant régulièrement, tous les jours. Juifs et pas juifs. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Mais à part ça, tout va bien. Donc, si vous voulez, je pense que ce genre de procès, non seulement est stupide, mais ensuite est infâme. Donc, voilà les caricatures dont je suis l'objet tous les jours. Et on pourrait continuer. On pourrait continuer sur les caricatures dont on m'affuble. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Hier, j'étais à Toulon. J'ai parlé comme ça devant des gens comme vous qui étaient nombreux, enthousiastes, et ça faisait plaisir. J'ai parlé pendant une demi-heure de la dernière affaire, je ne sais pas si vous l'avez suivi, des sous-marins que la France avait vendus à l'Australie. Et que l'Australie, carrément, a retiré son accord. J'ai expliqué pendant une demi-heure que c'était non seulement une catastrophe économique, une catastrophe pour l'emploi, mais aussi et surtout un soufflet stratégique, diplomatique, que les États-Unis de Biden, le héros des journalistes français, avaient... nous devions considérer que l'OTAN avait fait son temps. J'ai expliqué aussi que nous devions nous rapprocher davantage de la Russie et cesser de la considérer comme que cette région étant désormais le centre de l'économie mondiale, je me réfère au grand historien Fernand Braudel qui a inventé cette notion, cette région asiatique étant devenue le centre de l'économie mondiale, il fallait être au plus près. Et qu'avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie, nous étions au plus près. Et que c'est pour cela que les Américains, les Australiens, les Anglais nous avaient mis cette baffe pour nous dégager de cette région où nous étions au plus près. J'ai aussi dit, j'ai parlé du référendum, le 3e sur la Nouvelle-Calédonie, et je me suis inquiété de cette situation où finalement, à force de référendum et à force de contenir artificiellement par des moyens juridiques la population française qui pouvait s'y installer au profit des seuls Kanaks, on n'allait pas finalement avoir un référendum qui dise oui à l'indépendance et faire de la Nouvelle-Calédonie un jouet dans les mains des Chinois qui ne demandent que ça et des Australiens qui ne demandent qu'à virer la France de cette région depuis une longue histoire. J'ai évoqué le Rainbow Warrior dans les années 80, j'ai évoqué la reprise des essais nucléaires dans les années 95 avec Jacques Chirac. Vous voyez, j'ai parlé, là je vous l'ai fait courte, mais j'ai parlé pendant entre 20 et 30 minutes. Et ce matin, je lis les journaux qui relatent mon intervention hier soir, et on écrit. Tous pareil, les journalistes maintenant ils sont comme les politiques, ils ont des éléments de langage, ils s'écrivent tous la même chose. Et je lis, ah, Éric Zemmour a parlé de ses obsessions habituelles, l'immigration et l'islam. Ça, vous voyez, c'est typique. Je ne disconviens nullement que je considère que l'immigration et l'islam sont le plus grand danger pour la survie de la France. Je ne me cache pas derrière mon histoire. Mais, je peux parler d'autre chose. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. En l'occurrence, j'ai parlé longuement de cette affaire australienne. Et ben, je vous donne en mille. Pas un mot dans les journaux. J'ai épluché pourtant personne. Ça n'avait intéressé manifestement personne.
Donc évidemment, c'était beaucoup plus facile de dire « Ah, Éric Zemmour, ah, c'est marotte », j'aime bien le mot marotte, d'ailleurs, il le sort souvent, « c'est marotte et ses obsessions, l'islam et l'immigration ». Voilà comment on est traité aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ne vous étonnez pas, on va vous faire le même coup avec l'économie. Donc, il faut que je vous explique, je suis nul en économie, je ne comprends rien, je ne sais pas que 2 plus 2 égale 4, ça ne m'intéresse pas. Le pouvoir d'achat des gens, je m'en fous. D'abord les gens, je m'en fous, les Français, je m'en fous, c'est même nous. Ouais. C'est de la merde, les journalistes. Il n'y a que la France qui m'intéresse, c'est l'histoire, vous savez, je suis dans les nuées. Ça m'a amusé d'ailleurs parce que, évidemment, il y a un journaliste qui a écrit ça, donc après il y en a 10 qui ont fait la même chose. Parce que comme disait Régis Debray, qu'est-ce qu'un journaliste? C'est celui qui lit les autres journalistes. Donc, maintenant, c'est réglé. Je n'ai aucune compétence en économie. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Et je n'aime que la France et pas du tout les Français. Et je vais vous faire rire. Ça m'a rappelé quelque chose parce que quand j'étais enfant, j'ai des vagues souvenirs. Et j'ai retrouvé une vidéo magique d'Internet. Et vous savez, en 65, lors de la conférence de Prague, leur fameuse interview d'entre les 2 tours du général de Gaulle par Michel Droit, devinez quelle question il pose. Alors en général, on dit souvent que vous aimez la France, mais que vous ne vous intéressez pas du tout aux Français. Il m'avait fait un cadeau. Donc non, je m'intéresse aussi aux Français, je m'intéresse au pouvoir d'achat, l'économie m'intéresse. Je vais vous dire quelque chose. En vérité, tout le monde confond tout. Il y a 2 sujets qui se regroupent et qui s'interpénètrent, mais qui sont au départ différents. Il y a le déclin. Le déclin. Nous vivons dans une période de déclin. Il ne faut pas se leurrer de déclin économique, de déclin industriel énorme. On est passé, pour vous donner quelques chiffres, l'industrie représentait 24% du PIB il y a 40 ans, il ne représente plus que 13%. Les Allemands et les Italiens, eux, sont contenus les chiffres, nos chiffres d'avant. Pour vous donner une idée, puisque je ne comprends rien aux chiffres, ça c'est entre nous, pour vous donner, personne ne dira demain que j'ai donné des chiffres. Donc, comme d'habitude, en 1980, le pouvoir d'achat, le PIB par Français, était à peu près supérieur, je peux même dire supérieur, à celui des Allemands et des Américains. Aujourd'hui, il est 15% de moins que les Allemands et 40% de moins que les Américains. Mais à part ça, on ne décline pas. À part ça, tout va bien, Madame la Marquise. Donc, il y a le déclin. Et puis, il y a la survie. Ce n'est pas la même chose. La survie, c'est l'existence du peuple français en tant que peuple français, dans une civilisation européenne qui est, on l'a dit tout à l'heure pour Nice, qui est gréco-romaine et chrétienne. Ça, c'est la civilisation européenne qui relève la civilisation française. À partir du moment où les rapports de force démographiques, l'absence d'assimilation, font que une population venue de contrées lointaines, avec une civilisation étrangère, voire une civilisation qui, depuis 1000 ans, combat la civilisation chrétienne et gréco-romaine, s'installe sur notre sol, il y a là un danger, non pas de déclin, mais pour la survie. Ce sont 2 choses différentes. La survie, c'est le plus important. Vous comprenez ? À partir du moment où on est mort, pardonnez-moi cette tautologie. Et donc, il nous faut tout faire pour rester en vie. C'est l'enjeu majeur. Vous savez, pour vous donner un exemple, la différence entre les deux. Quand il y a eu la révolution communiste, en 1917, puis en 1945, dans les pays d'Europe de l'Est, sous la domination des chars russes, tout a été chamboulé. L'économie, le social, l'école, la culture, les rapports humains, tout.
le communisme s'est effondré, qu'est-ce qui est resté? Le peuple russe, le peuple hongrois, le peuple polonais. Ils n'avaient pas été affectés dans leur essence. Ils étaient restés les mêmes. Donc, ils étaient appauvris par le communisme. Ils avaient été meurtris par les massacres communistes. Mais ils étaient restés les mêmes et donc ils ont pu reprendre leur vie, leur envol de peuples européens, chrétiens et gréco-romains. C'est ça la réalité. Nous avons fait le contraire. Nous n'avons pas subi des transformations énormes et imposées par le communisme. Nous avons pu nous enrichir, mais nous avons ouvert nos frontières à tout va. Nous avons ouvert notre système social de façon complètement folle. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est le peuple français qui est en danger, c'est la civilisation française qui est en danger. Vous voyez, là, c'est les 3 mots que je viens de vous dire qui seront dans tous les papiers demain matin. Bah tant mieux. Donc je fais confiance Tant mieux. aux journalistes qui nous suivent, avec passion, vous avez remarqué. Bon. Je tiens à vous dire quand même que je suis très content d'être parmi vous. Nous aussi. Nous aussi. Je sais que vous ne croirez rien de tout ce qu'on vous dira sur moi. Je sais que vous avez compris tout ce qui est en jeu. Je suis décliniste. Ça, c'est le grand mot à la mode depuis des années. Mais franchement, entre nous, vous n'avez pas remarqué qu'on était en déclin? Mais si, putain. On vous dira que je suis alarmiste. Mais franchement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut sonner l'alarme? Oui. Mais oui. Président, Zemmour, président, Zemmour, président, Zemmour, président, Zemmour, président. Franchement, puis, je ne vais pas vous le cacher, je suis très inquiet. Bah vous Ça aussi. fait des années que je suis inquiet, ça fait des années que je l'écris. Je pense que la France, si elle continue, prend un très mauvais chemin, La guerre civile dramatique. nous attend, tu vois. Mais c'est pour ça que nous devons tous ensemble arrêter cette machine folle qui nous emmène dans la... C'est pour ça que je pense, aujourd'hui que la France n'a pas dit son dernier mot puisque vous êtes là.